Bienvenue à tous les curieux. De l'aisselle du phénix t'emporte. Dans les années 80, de nombreuses gammes de jouets ont déferlé sur l'Europe et notamment en France, tels des tsunamis de plaisir et d'heures de jeu pour des millions d'enfants. Personne ne bat G.I. Joe. Certaines venaient des États-Unis, comme les licences produites par Kenner avec les gammes Star Wars et Mask, à laquelle j'ai consacré une vidéo il y a peu. Mattel avec Barbie et les Maîtres de l'Univers, qui aura également sa vidéo, tout comme G.I. Joe de Hasbro, qui formait une paire toute puissante avec la licence Transformers. Mais les États-Unis étaient loin d'être les seuls à nous abreuver de figurines magnifiques et de jouets très qualitatifs. Legoland Moyen-Âge, des aventures médiévales à construire et à collectionner. À cette époque-là, le pays du soleil levant n'était pas en reste. Jiraiya Ninja, toujours prêt au combat. Et l'expansion de ces produits dérivés fut particulièrement aidée par l'omniprésence des adaptations de manga à la télévision française, fournissant ainsi toute la publicité nécessaire Astro, le petit robot. pour que la firme Nippon puisse écouler un stock faramineux de jouets dans l'Hexagone. Mais parmi toutes celles qui sont arrivées jusqu'à nous, il y avait une licence inspirée d'un manga puisant ses influences dans l'astronomie et les mythologies, principalement européennes, ce qui sut nous toucher en plein cœur. D'autant que les figurines étaient aussi magnifiques qu'onéreuses et représentaient bien plus que des jouets pour de nombreux enfants. C'était de véritables statues, des œuvres d'art. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir les figurines Saint Seiya des années 80 par Bandai. Le manga devenu culte Saint Seiya fut imaginé et conçu par Masami Kurumada, un mangaka né en 1953 et dont c'était le 10e travail. Il a été publié au Japon durant 5 années consécutives, du 1er janvier 1986 au 12 décembre 1990, dans l'hebdomadaire spécialisé Weekly Shonen Jump, le plus célèbre magazine de manga où ont notamment vu le jour Dragon Ball, Naruto, One Piece, Hunter x Hunter, Bleach et Demon Slayer notamment. C'est un shonen de genre Neketsu qui fait la part belle à l'aventure, au combat et à l'amitié. Pour une plus ample explication des termes manga, je vous renvoie à ma vidéo sur Détective Conan. Par la suite, le manga a été publié en version reliée de 28 tomes, puis a connu une version deluxe de 22 tomes entre 2005 et 2006. Cette édition a été publiée en France en 2011. Saint Seiya est un succès colossal avec plus de 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Très vite, le studio Toei Animation, qui existe depuis les années 60 et a également adapté Goldorak, Albator, Dragon Ball et Dr. Slump de Toriyama, ainsi que One Piece ou Sailor Moon parmi tellement d'autres, s'empare du phénomène et propose une version animée du manga. Mais cette dernière connaît quelques modifications par rapport aux matériaux d'origine, principalement l'ajout de passages qui n'existent pas dans le manga pour rallonger la durée d'existence de l'animé et éviter que ce dernier ne rattrape trop vite l'histoire originale. Cette adaptation est proposée sur les petits écrans nippons du 11 octobre 1986, alors que le manga n'avait que quelques mois, au 1er avril 1989 dans un premier temps, adaptant les tomes 1 à 18 contenant les arcs du Sanctuaire et de Poséidon, et en y intégrant l'arc inédit d'Asgard centré sur la mythologie nordique. Cette période est constituée de 114 épisodes de 24 minutes environ. C'est le dessinateur Shingo Araki qui sera responsable de l'adaptation. Les traits des personnages de l'animé sont donc sensiblement différents de ceux de Kurumada. Par ailleurs, il est décidé que les chevaliers de bronze seront bien mieux protégés que dans le manga et arboreront des casques, comme d'authentiques chevaliers, à la place des diadèmes qui ornent leur chevelure dans le manga. L'animé fera son retour en 2002 avec l'arc Hades qui s'étend sur 31 épisodes et sa diffusion entrecoupée prendra fin en 2008 avec l'adaptation du volume final du manga. Le succès fut tel que 6 films sont venus prolonger l'aventure, ainsi que de nombreuses séries dérivées, certaines uniquement publiées en manga, comme Épisode G et Next Dimension, d'autres existant uniquement en animé comme Soul of Gold et Omega, et d'autres enfin qui furent publiées puis ont également connu une version animée, telle que Lost Canvas et Santiago. Netflix a également produit un revival très américanisé, et une adaptation live-action a même vu le jour en 2023, sans commentaire. Cette licence contient également des jeux de société et de jeux vidéo, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En France, l'animé a été diffusé à partir du 6 avril 1988 dans le Club Dorothée sur TF1. Voici le Club Dorothée avec aujourd'hui une émission spéciale sur les Chevaliers du Zodiaque. Dès la première année d'existence de cette émission pour jeunesse, dont la société productrice AB avait acquis de nombreuses adaptations de mangas au Japon, dont Dragon Ball et Nicky Larson, pour alimenter ses programmes à destination des enfants. Ranma
Mais il fallait donner un titre français à ce dessin animé, un titre qui parlerait aux petits Européens que nous étions tous à l'époque, car le titre original, Saint Seiya, est bien trop nébuleux pour nous, d'autant qu'en Europe, le mot saint a une toute autre signification que dans le manga. Connaissant vaguement l'histoire et imaginant que les Chevaliers d'Or, ce qui représente chacun un signe du zodiaque, sont les personnages principaux de l'histoire, Ah, je vois, la princesse avait raison, il existe autant de chevaliers d'or que de signes du zodiaque. l'animé est rebaptisé les Chevaliers du Zodiaque, un peu à la va-vite, alors que les véritables héros du show sont les Chevaliers de Bronze, qui représentent des constellations certes, mais n'ont absolument aucun rapport avec les signes zodiacaux. Pour illustrer ce nouveau titre, un tout nouveau générique est enregistré par Bernard Minet. Chevaliers du Zodiaque s'en vont toujours à l'attaque. L'un des musiciens de Dorothée et un spécialiste de l'exercice qui avait déjà œuvré sur d'autres génériques pour le Club Dorothée, notamment celui de Bioman. L'histoire contient un préambule. Nous résumons le monde dans lequel les personnages évoluent, car elle se déroule dans un monde alternatif et non le nôtre. Il était une fois un groupe de jeunes gens qui protégeaient Athéna, la déesse de la guerre. On les appelait les chevaliers d'Athéna et ils combattaient toujours sans armes. Un monde où les différentes mythologies que nous connaissons prennent corps et où les dieux se réincarnent au fil des siècles pour se livrer des batailles épiques. Seiya, rebaptisé Seiyar dans la version française, est un adolescent orphelin recueilli par la fondation Grade, de Mitsumasa Kido, comme une centaine d'autres garçons, en fait les enfants de Kido dans le manga. Il a été envoyé dès son plus jeune âge dans un camp d'entraînement en Grèce pour devenir un chevalier, appelé saint dans la version originale, protecteur de la déesse Athéna, dont la réincarnation n'est autre que la princesse Saori, la petite fille de Kido. En fait, le milliardaire l'a recueillie alors qu'elle était encore bébé lors d'un voyage en Grèce où un mourant, Aioros le chevalier du Sagittaire, l'a informé de l'existence de l'ordre des chevaliers et de l'importance de cet enfant, qu'une force obscure tente d'éliminer pour s'accaparer son pouvoir. Cette force est incarnée par le Grand Pope, chef religieux de la Grèce, en fait un usurpateur dont la véritable identité nous est révélée bien plus tard. Les enfants de Kido ont tous été envoyés de par le monde pour suivre un entraînement leur permettant de revêtir une armure de chevalier représentant une constellation et protéger la princesse. Ils seront des chevaliers de bronze, tandis que la caste la plus haute est représentée par 12 chevaliers d'or incarnant chacun un signe du zodiaque. Yoga, Shiryu et Shun reviendront à la fondation avec les armures du signe du dragon et d'Andromède, tandis que Seiyar tente de conquérir celle de Pégase lorsque l'histoire débute. Le météore de Pégase! S'en suivront des aventures faisant la part belle à des combats toujours plus insensés où le dépassement de soi, l'amitié et la solidarité seront les maîtres mots. C'est un succès colossal et la demande des enfants est très forte pour enfin voir entre leurs mains des figurines qui leur permettraient de refaire à l'infini les combats dantesques de leurs héros favoris dans leur chambre, mais aussi en inventer de nouveaux. Et c'est la firme Bandai, une société créée en 1950 et au 3e rang mondial des fabricants de jouets, qui est chargée de concevoir ces chevaliers. Mais plusieurs particularités sont à prendre en compte lors de la conception. D'abord, les personnages revêtent des armures qui sont censées être en métaux précieux, notamment l'or, l'argent et le bronze. Les figurines, et principalement leurs armures, sont donc censées être de qualité, avec de nombreux détails et articulées, bien entendu, pour reproduire les positions guerrières des combattants. Ensuite, lorsqu'elles ne sont pas portées par les héros, les armures reposent sur un socle ou totem qui représente la constellation protectrice de ces derniers, notamment un cygne, un dragon, Pégase et Andromède pour les personnages principaux. Pour savoir comment agencer les pièces d'armure sur les totems, les concepteurs de Bandai n'ont qu'à reprendre les schémas créés par Kurumada et disponibles en fin de tome, car ce dernier avait déjà tout prévu. Les intérêts de ces jouets sont donc multiples, car à ces figurines articulées recouvertes d'une armure amovible et les rendant littéralement beaux comme des dieux, ce qui est pour le moins logique pour une licence dont l'inspiration principale est la mythologie, s'ajoute un socle pouvant recueillir les pièces d'armure et représentant le totem de la constellation de chaque personnage. Les enfants peuvent donc choisir de monter les pièces soit sur la figurine, soit sur le socle, puis inverser à l'envie, ce qui leur fait 2 jouets en un. Ajoutons à cela un 3e intérêt, celui d'être exposé en vitrine ou sur une étagère, tant le rendu est supérieur à la moyenne des jouets de l'époque. Bien entendu, cette qualité avait un prix, entre 150 et 250 francs de l'époque, soit près de 30 € hors inflation. Contrairement aux figurines G.I. Joe par exemple, qu'on pouvait se voir offrir parce qu'on avait été sage durant les courses, étant donné leur prix 5 € environ, les chevaliers étaient souvent commandés à Noël ou lors d'un anniversaire, ce qui rarifiait considérablement leur acquisition. Les figurines font 13 cm et sont articulées au niveau du cou, des épaules, des coudes, du bassin, des cuisses, des genoux et des pieds, de manière à leur faire prendre n'importe quelle position. Même les doigts sont articulés. À l'exception du pouce, le poing peut donc être ouvert ou fermé.
Une première vague sort en 1987 au Japon, dans de magnifiques boîtes jaunes et rectangulaires, et contient les 5 chevaliers de bronze héros de l'histoire, mais dans leur version animée, c'est-à-dire avec leur casque et non les diadèmes. C'est un succès colossal et les chevaliers noirs suivent. Les ventes sont tout aussi impressionnantes et Bandai comprend que les antagonistes sont tout aussi nécessaires que les héros pour que les enfants puissent reproduire les combats. Ils sortent donc les Chevaliers d'Or quelques mois plus tard, ainsi que Marine de l'Aigle, la deuxième version des 5 principaux chevaliers de bronze, revêtus des armures qu'ils portent durant les arcs Asgard et Poséidon, et plus proche de celle du manga, mais aussi les 3 chevaliers d'acier, une pure création de l'animé. En 1988 sont disponibles les guerriers d'Asgard, les Marinas de Poséidon, dont le dieu des mers lui-même, ce qui est une première, ainsi que Téthys de la Néréide, avant d'achever cette formidable collection l'année suivante avec une version 2 des Chevaliers Noirs reprenant les nouvelles armures des saints de bronze en noir, alors qu'elles n'existent absolument pas dans l'animé, mais juste dans un souci de cohérence avec les nouvelles armures des héros. En France, les figurines débarquent en 1988 pour le plus grand plaisir des fans, dont je faisais bien évidemment partie. Les 5 chevaliers de bronze, à savoir Seiya, Yoga, Shiryu, Shun et Ikki, dans leur première version, font partie de la première vague, tout comme les chevaliers d'or du Bélier, Cancer, Lion, Vierge, Sagittaire et Scorpion, car les signes du zodiaque ne sont même pas sortis dans l'ordre chez nous. Il a fallu attendre 1 an pour avoir les 6 derniers chevaliers d'or dans les rayons jouets de nos hypermarchés ou dans les magasins spécialisés, ainsi que Marine de l'Aigle. A noter que Doko de la Balance apparaît dans sa version jeune, alors que l'animé nous apprend qu'il s'agit en fait du vieux maître de Shiryu, et cela spoil en quelque sorte la révélation qui est faite à son sujet dans l'arc Hades pour ceux qui n'ont pas lu le manga. L'année suivante paraîtront les versions 2 des 5 chevaliers de bronze ainsi qu'une sélection de guerriers d'Asgard et de Marinas. Nous avons notamment eu le privilège de pouvoir admirer et jouer avec Siegfried, Hagen, Fenrir et Cid pour les guerriers divins, ainsi que Bian, Yo, Kanon et Sorrento pour les Marinas, mais aussi Poséidon en personne. Tous les autres sont restés inédits chez nous durant de longues années et la production de nouvelles figurines a pris fin, tout comme leur importation avec la fin de l'animé et de sa diffusion, notamment en France à la fin de l'arc Poséidon, nous laissant orphelins, tout comme Seyar et ses compagnons, de nombreuses figurines. Dès la 2e livraison de figurines, Bandai France a une idée de génie qui va propulser les ventes au-delà des cieux et rendre tous les enfants véritablement accros à ces jouets. Tempête nébulaire, harcelant leurs parents pour en avoir de nouveaux. En effet, il prévoit un volet relevable sur le devant de la boîte pour que tout le monde puisse voir ce qu'elle contient sans même avoir à acheter la figurine. Ainsi, chaque enfant pouvait admirer ses héros de longues minutes dans le magasin et pouvait y rêver, sachant précisément ce que contenait la boîte. Une magnifique technique d'équilibriste faisant la part belle aussi bien à la révélation qu'à la frustration. Mais au début des années 2000, l'intérêt pour ces figurines d'exception a pris une nouvelle ampleur grâce à la combinaison de 2 facteurs, le développement d'Internet et la possibilité pour les collectionneurs d'acquérir en import les personnages qui restaient inédits en France, enfin, et l'annonce de l'adaptation tant attendue du seul chapitre manquant à l'animé Hades. Devant cet intérêt croissant, Bandai a décidé de rééditer toutes les figurines de l'époque ainsi que de nouvelles comme les Chevaliers d'Argent, Algol, Misty et Shaina entre autres, pour compléter la collection. Ces dernières sont bien évidemment plus faciles à trouver et moins chères que celles fabriquées dans les années 80, mais elles ne peuvent pas être appelées vintage car elles ne sont pas d'époque. Pourtant, beaucoup les surnomment comme cela, moi y compris, car elles sont faites dans le style de l'époque, par opposition aux Misklos, de pure création des années 2000, plus grandes et infiniment plus détaillées que leurs homologues du passé. Elles valent au minimum 50 € et sont avant tout des figurines d'exposition, moins faites pour livrer des combats titanesques que pour être admirées dans une vitrine. Par la poussière de diamant. Je consacrerai bien évidemment une vidéo aux Misklos car ces figurines le méritent incontestablement. À titre personnel, j'avais moi-même 8 ans en 1988 et j'ai tout fait pour avoir le plus de chevaliers possible. Malgré mon insistance, j'ai dû me contenter de Yoga, Shiryu, Ikki et Shun en version 2, les chevaliers d'or du Lion, mon signe du zodiaque, de la Vierge, de la Balance, du Scorpion et du Verseau, ainsi que Siegfried et Hagen, les guerriers divins d'Alpha et de Beta. Ce qui fait déjà une très belle collection et une belle somme d'argent à dépenser pour mes parents. Et je me souviens aussi de leur poids, très important car de nombreuses pièces d'armure étaient faites en métal, ainsi que de la difficulté à faire tenir ces pièces en place sur les figurines. Et vous, quel chevalier aviez-vous à l'époque ? Dites-le moi dans les commentaires, cela permettra de se remémorer d'excellents souvenirs. Pauvre fou, tu ne sais donc pas qu'un chevalier ne se laisse pas surprendre par une attaque qu'il a déjà vue. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur les jouets Saint Seiya des années 80 par Bandai. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager, à laisser des commentaires et à vous abonner pour soutenir la chaîne. A bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.